De l'homme par Claude Adrien Helvétius, 1769. Section 1. L'éducation nécessairement différente des différents hommes est peut-être la cause de cette inégalité des esprits jusqu'à présent attribuée à l'inégale perfection des organes. Chapitre 1. Nul ne reçoit la même éducation. J'apprends encore. Mon instruction n'est point achevée. Quand le sera-t-elle? Lorsque je n'en serai plus susceptible, à ma mort. Le cours de ma vie n'est proprement qu'une longue éducation. Pour que deux individus reçussent précisément les mêmes instructions, que faudrait-il? Qu'ils se trouvassent précisément dans les mêmes positions, dans les mêmes circonstances. Une telle hypothèse est impossible. Il est donc évident que personne ne reçoit les mêmes instructions. Mais pourquoi reculer le terme de notre éducation jusqu'au terme de notre vie? Pourquoi ne l'a pas fixé au temps spécialement consacré à l'instruction, c'est-à-dire à celui de l'enfance et de l'adolescence? Je veux bien me renfermer dans cet espace de temps. Je prouverai, pareillement, qu'il est impossible à deux hommes d'acquérir précisément les mêmes idées. Chapitre 2. Du moment où commence l'éducation. C'est à l'instant même où l'enfant reçoit le mouvement et la vie qu'il reçoit ses premières instructions. C'est quelquefois dans les flancs où il est conçu qu'il apprend à connaître l'état de la maladie et de la santé. Cependant, la mère accouche, l'enfant s'agite, pousse des cris, la faim l'échauffe, il sent un besoin. Ce besoin dessert ses lèvres, lui fait saisir et sucer avidement le sein nourricier. Quelques mois s'écoulent, ses yeux se dessillent, ses organes se fortifient, ils deviennent peu à peu susceptibles de toutes les impressions. Alors, le sens de la vue, de l'ouïe, du goût, du toucher, de l'odorat, enfin toutes les portes de son âme sont ouvertes. Alors, tous les objets de la nature s'y précipitent en foule et gravent une infinité d'idées dans sa mémoire. Dans ces premiers moments, quels peuvent être les vrais instituteurs de l'enfance? Les diverses sensations qu'elle éprouve. Ce sont autant d'instructions qu'elle reçoit. A-t-on donné à deux enfants le même précepteur? Leur a-t-il appris à distinguer leurs lettres, à lire, à réciter leur catéchisme, etc. On croit leur avoir donné la même éducation. Le philosophe en juge autrement. Selon lui, les vrais précepteurs de l'enfance sont les objets qui l'environnent. C'est à ces instituteurs qu'elle doit presque toutes ses idées. Chapitre 3. Des instituteurs de l'enfance. Une courte histoire de l'enfance de l'homme nous le fera connaître. Voit-il le jour? 1000 sons frappent ses oreilles, et il n'entend que des bruits confus. 1000 corps s'offrent à ses yeux, et il ne lui présente que des objets mal terminés. C'est insensiblement que l'enfant apprend à entendre, à voir, à sentir et à rectifier les erreurs d'un sens par un autre sens. Toujours frappé des mêmes sensations à la présence des mêmes objets, il en acquiert un souvenir d'autant plus net que la même action des objets sur lui est plus répétée. On doit regarder leur action comme la partie de son éducation la plus considérable. Cependant, l'enfant grandit, il marche et marche seul. Alors une infinité de chutes lui apprennent à conserver son corps dans l'équilibre et à s'assurer sur ses jambes. Plus les chutes sont douloureuses, plus elles sont instructives, et plus en marchant il devient adroit, attentif et précautionné. L'enfant s'est-il fortifié? Court-il? Est-il déjà en état de sauter les petits canaux qui traversent et arrosent les bosquets d'un jardin? C'est alors que par des essais et des chutes répétées, il apprend à proportionner sa secousse à la largeur de ses canaux. Une pierre se détache-t-elle de leur pourtour? La voit-il se précipiter au fond des eaux lorsqu'un bois surnage sur leur surface? Il acquiert en cet instant la première idée de la pesanteur. Que dans ces canaux il repêche cette pierre et ce bois léger, et que par hasard ou par maladresse, l'un et l'autre tombent sur son pied, l'inégal degré de douleur occasionné par la chute de ces deux corps gravera encore plus profondément dans sa mémoire l'idée de leur pesanteur et de leur dureté inégale. Lance-t-il de cette même pierre contre un de ces pots de fleurs ou une des caisses d'orangers placées le long de ces mêmes canaux, il apprend que certains corps sont brisés du coup, auxquels d'autres résistent. Il n'est donc point d'homme éclairé qui ne voit dans tous les objets autant d'instituteurs chargés de l'éducation de notre enfance. Mais ces instituteurs ne sont-ils pas les mêmes pour tous? Non. Le hasard n'est exactement le même pour personne.
et dans la supposition que ce soit à leur chute que deux enfants doivent leur adresse à marcher, courir et sauter, je dis qu'il est impossible que leur faisant faire précisément le même nombre de chutes aussi douloureuses, le hasard fournisse à tous les mêmes instructions. Transporter deux enfants dans une plaine, un bois, un spectacle, une assemblée, enfin dans une boutique, ces enfants, par leur seule position physique, ne seront ni précisément frappés des mêmes objets, ni par conséquent affectés des mêmes sensations. D'ailleurs, que de spectacles différents seront par des accidents journaliers sans cesse offerts aux yeux de ces mêmes enfants. Deux frères voyagent avec leurs parents, et pour arriver chez eux, ils ont à traverser de longues chaînes de montagnes. L'aîné suit le père par des chemins escarpés et courts. Que voit-il ? La nature sous toutes les formes de l'horreur, des montagnes de glace qui s'enfoncent dans les nues, des masses de rochers suspendus sur la tête du voyageur, des abîmes sans fond. Enfin, les cimes de rocs arides d'où les torrents se précipitent avec un bruit effrayant. Le plus jeune a suivi sa mère dans des routes plus fréquentées, où la nature se montre sous les formes les plus agréables. Quels objets se sont offerts à lui ? Partout des coteaux plantés de vignes et d'arbres fruitiers, partout des vallons où serpentent des ruisseaux, dont les rameaux entrelacés partagent des prairies peuplées de bestiaux. Ces deux frères auront dans le même voyage vu des tableaux, reçu des impressions très différentes. Or, 1000 hasards dans cette espèce peuvent produire les mêmes effets. Notre vie n'est, pour ainsi dire, qu'un long tissu d'accidents pareils. Qu'on ne se flatte donc jamais de pouvoir donner précisément les mêmes instructions à deux enfants. Mais quelle influence peut avoir sur les esprits une différence d'instruction occasionnée par quelques légères différences dans les objets environnants ? Et quoi ? Ignorerait-on encore ce qu'un petit nombre d'idées différentes, et combinées avec celles que deux hommes ont déjà en commun, peut produire de différences dans la manière totale de voir et de juger ? Au reste, je veux que le hasard présente toujours les mêmes objets à deux hommes. Les leur offrira-t-il dans le moment où leur âme est précisément dans la même situation, et où ces objets, en conséquence, doivent faire sur eux la même impression ? Chapitre 4. De la différente impression des objets sur nous. Que des objets différents produisent sur nous des sensations diverses, c'est un fait. Ce que l'expérience nous apprend encore, c'est que les mêmes objets excitent en nous des impressions différentes, selon le moment où ils nous sont présentés. Et c'est peut-être à cette différence d'impression qu'il faut principalement rapporter et la diversité et la grande inégalité d'esprit aperçue entre les hommes qui, nourris dans les mêmes pays, élevés dans les mêmes habitudes et les mêmes mœurs, ont eu d'ailleurs à peu près les mêmes objets sous les yeux. Il est pour l'âme des moments de calme et de repos, où sa surface n'est pas même troublée par le souffle le plus léger des passions. Les objets qu'alors le hasard nous présente fixent quelquefois toute notre attention. On en examine plus à loisir les différentes faces, et l'empreinte qu'ils font sur notre mémoire en est d'autant plus nette et d'autant plus profonde. Les hasards de cette espèce sont très communs, surtout dans la première jeunesse. Un enfant fait une faute, et pour le punir, on l'enferme dans sa chambre, il y est seul. Que faire ? Il voit des pots de fleurs sur la fenêtre, il les cueille, il en considère les couleurs, il en observe les nuances. Son désœuvrement semble donner plus de finesse au sens de sa vue. Il en est alors de l'enfant comme de l'aveugle. Si communément, il a les sens de l'ouïe et du tact plus fins que les autres hommes, c'est qu'il n'est pas distrait comme eux par l'action de la lumière sur son œil. C'est qu'il en est d'autant plus attentif, d'autant plus concentré en lui-même, et qu'enfin, pour suppléer au sens qui lui manque, il a, comme le remarque M. Diderot, le plus grand intérêt de perfectionner les sens qui lui restent. L'impression que font sur nous les objets dépend principalement du moment où ces objets nous frappent. Dans l'exemple ci-dessus, c'est l'attention que l'élève est, pour ainsi dire, forcé de prêter au seul objet qu'il est sous les yeux, qui, dans les couleurs et la forme des fleurs, lui fait découvrir des différences fines qu'un regard distrait ou un coup d'œil superficiel ne lui eût pas permis d'apercevoir. C'est une position ou un hasard pareil qui souvent décide le goût d'un jeune homme, en fait un peintre de fleurs, lui donne d'abord quelques connaissances de leur beauté, enfin l'amour des tableaux de cette espèce. Or, à combien de hasards et d'accidents semblables l'éducation de l'enfance n'est-elle pas soumise ? Et comment imaginer qu'elle puisse être la même pour deux individus ? Que d'autres causes d'ailleurs s'opposent à ce que les enfants, soit dans le collège, soit dans la maison paternelle, reçoivent les mêmes instructions.